Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode où on va arrêter de parler un peu de frotter surtout. Maggie, c'est l'ambulance. Ah oui, au fait, si vous savez pas qui on est Nat et Lorraine. Bonjour à tous, je suis un peu timide, alors du coup j'ose pas parler. On est deux personnes un peu abîmées par la vie. Allez, rendez-vous médical. À qui manque des morceaux. Et on s'est mis le projet, l'aventure d'aménager une ambulance américaine pour un projet de voyage au Cap Nord. Ah bah elle va être très bien cette vidéo, petit gars. Donc alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles publications qui sont une fois par semaine le dimanche. J'essaye. Ça, c'est moi qui m'en occupe. J'essaye au moins tous les dimanches à 11 h la publication de la nouvelle vidéo. Et s'il y a du retard, je l'annonce. Ouais. N'oublie pas de t'abonner, un petit commentaire, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à vous répondre, ça nous encourage à continuer. On prend tous les commentaires en fait, c'est constructif pour nous, on aime bien. Et puis ça fait interagir notre communauté. Voilà, c'est très agréable, vraiment très agréable. Et on a d'ailleurs à ce sujet rencontré Brigitte et Pierre, des abonnés que l'on a rencontré au SVA de Montélimar, au Salon des véhicules d'aventure de Montélimar en septembre 2024. Et puis, on les a croisés, on les embrasse très fort tous les deux. Et on les a revus dernièrement à Aigues-Mortes. Voilà. On a fait une vidéo un peu exprès pour Brigitte. Elle adore notre loup blanc, Ulan. Donc la vidéo de la semaine dernière, il y avait un peu plus de Ulan, spécialement pour elle. Voilà, c'est pour toi Brigitte, spécialement. Donc, pour revenir à nos moutons. Non, c'est un peu des vaches ça. Pour revenir au sujet. Donc on va arrêter de parler un peu sur l'ambulance. Vous avez vu, donc on a fait l'acquisition d'un hangar, un immense hangar, avec une oliveraie. On a eu quelques petites surprises, mais ça aussi, ça viendra, on va pas débattre là-dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Et ce que je dis à Nat, dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Et les anciens propriétaires, ils récolteront malheureusement ce qu'ils ont semé. Donc, nous, ça a été de la contrariété. Voilà. J'en souhaite pas de malheur, hein. Aucunement. Non. Juste qu'ils aient un peu de contrariété aussi. Voilà. Si dans leur nouvelle acquisition, ils peuvent avoir quelques petits problèmes et quelques petits litiges sur, je sais pas, problème électrique, de l'eau, enfin, je sais pas, alors c'est rien. Bref. Dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à réfléchir autour de cette expression « on récolte ce que l'on sème ». En fait, l'idée m'est venue... Il paraît que dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Là, on va avoir une belle preuve en image. Suivez-moi. On a fait l'acquisition pour notre plus grand bonheur, notre plaisir aussi, parce qu'on adore l'huile d'olive, donc on va pouvoir maintenant produire notre propre huile d'olive. Suivant les quantités, on va essayer de la commercialiser, mais ça, on y viendra un peu plus tard. On n'est pas du tout agriculteur, on n'y connaît pas grand-chose, on apprend. Je commence à regarder des tutos sur la taille, puisque là bientôt, on va attaquer la taille des oliviers. Pas une mince affaire, parce qu'apparemment, il y a de nombreuses années qu'une partie de la parcelle, du terrain, il y a une bonne partie qui n'ont pas été taillées. Donc, il va falloir faire des tailles sévères pour qu'ils repartent. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelques petits aménagements dans le hangar à faire en priorité. Donc, il va falloir racheter tout le matériel qu'on n'a plus. Enfin, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, elle est sur la prothèse. Comme je vous ai dit, j'ai eu quelques petites complications avec ma prothèse. Donc, je suis amputé fémoral jambe gauche,
fémorale, donc c'est du fémur. Hein. Il y a 2 sortes d'amputation pour les membres inférieurs, c'est-à-dire pour les membres des jambes. Il y a plusieurs types d'amputation. Il y a le pied. Donc ça, c'est beaucoup pour les personnes qui sont diabétiques. On pourrait penser que Bernard en fait trop. Eh bien, pas du tout. Il est diabétique. Une simple blessure au pied pourrait entraîner son amputation. Chez ces personnes diabétiques, le fonctionnement des nerfs est altéré, ce qui a comme conséquence qu'ils perdent leur sensibilité. Alors quand ils se blessent au pied, ils ne ressentent souvent pas la douleur directement, et alors la plaie peut s'infecter ou se compliquer assez rapidement. Pour les accidents, c'est ou soit le tibia ou soit le fémur. Pour les personnes diabétiques, après ils montent malheureusement, ils amputent les orteils, le pied, après le tibia, ils grignotent petit à petit malheureusement avec cette maladie qui est invasive. Et j'en ai vu beaucoup. J'aurais jamais cru. Je pensais pour moi que l'amputation était, on avait une amputation suite à un accident, pas à cause d'une maladie. Et bien en fait. Le nombre d'amputations suite à un accident, le pourcentage n'est pas énorme. C'est énormément d'amputations suite à des maladies, à une hygiène de vie, problèmes cardiovasculaires, problèmes de diabète, comme je vous l'ai dit. C'est impressionnant. Et ça touche tous les âges. Il y a des problèmes aussi de sang, de septicémie. Ça aussi, j'ai vu des enfants qui ont été obligés d'être amputés des 2 membres inférieurs au niveau des tibias et qui se retrouvent sans pied. Et ça m'a un peu perturbé dans le sens où je ne m'attendais pas à ça. Alors pour ma part, moi, là, cette vidéo va me concerner, c'est mon ressenti. C'est ce que moi j'ai vécu, c'est comment je l'ai vécu, l'amputation, l'appareillage et tout son déroulement. Comment la prothèse m'a été proposée, mise en place, l'organisation, comment c'est fait, exactement. Voilà. Je vais pas mettre des termes trop scientifiques, c'est pas mon cas. Je suis pas ça. Moi, plus je parle simplement et mieux c'est. Et surtout, mieux je me porte, parce que des fois, je me perds et je me mêle dans les mots un peu compliqués. C'est Laurent à la Verrière qui aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on dit sans mêler les pinceaux. Ça vient du monde de la peinture? Alors non, pas du tout. En fait, au début du XXe siècle, le terme de pinceau il a été repris du mot pince qui désignait depuis le Moyen-Âge, tenez-vous bien, l'avant d'un sabot d'un cerf. D'accord. Alors c'était ultra précis, mais en partant de cette idée, en fait, les pinces, c'était censé, et même les pinceaux, représenter les extrémités d'un membre. Par exemple, vous connaissez tous l'expression pour parler des pieds, y aller à pince. Tu vas comment? Ouais. Je vais à pince, j'y vais à pied. Et à cette époque-là, sans mêler les pinceaux, ça voulait littéralement dire sans mêler les pieds. Alors, je suis Laurent. En août 2020, j'ai subi un grave accident de la route. J'ai été percuté par un véhicule roulant à très haute vitesse, 130 km/h. J'étais piéton sur la bande d'arrêt d'urgence. Suite à un problème de véhicule, je me suis stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis sorti de mon véhicule et à un moment, je suis allé à mon coffre. Il m'a percuté à ce moment-là et j'ai été éjecté au milieu de l'autoroute. J'ai été admis au service des urgences du CHU de Montpellier. J'ai été donc polytraumatisé sévère. 2 mois après mon accident, j'ai eu mon amputation fémorale jambe gauche. La jambe droite, elle, devait être amputée aussi, mais le chirurgien a réussi à me la sauver. Elle est dans un état critique, elle est prête à casser à tout moment. Voilà, ça, c'est dit. Suite à tout ça, donc je suis resté 1 mois dans le coma. Je suis resté après au DAR, ensuite service intensif, en soins intensifs. Chronologiquement, j'ai fait le DAR, l'AREA, les soins intensifs, les soins continus et le service orthopédique pour ensuite, au mois de novembre 2020, arriver au centre de rééducation et au centre Maguelone de Castelnau-le-Lez. J'embrasse énormément tout le personnel qui s'est occupé de moi. C'était des amours. C'est ma deuxième famille. Ouais, c'est vraiment... ça a été très long, très très long. Et je suis resté donc jusqu'au mois de février obligé d'être donc alité, c'est-à-dire que j'avais interdiction de me lever, interdiction de me mettre en appui sur ma jambe. J'étais en attente de greffe osseuse sur mon tibia.
droit. Donc j'en avais 4 en attente. Au final, mon corps s'est défendu et a consolidé tant bien qu'il a pu toutes les fractures. Tout a été donc consolidé naturellement. Mon corps s'est défendu tout simplement. Au mois de février, mars, j'ai eu ma période de... comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le terme. Ah oui, au mois de mars, j'ai eu ma période de verticalisation. C'est-à-dire qu'on va rééduquer le corps à se redresser. Donc, je vous rappelle, du mois de septembre jusqu'au mois de mars, je suis resté 95% du temps allongé. Et 5% assis. J'ai eu droit à être au fauteuil à partir du mois de décembre, mi-décembre à peu près. Et encore, j'avais avec un transpalette, un transporteur, une nacelle qui me soulevait pour me déposer dans le fauteuil. Oh, c'était horrible, horrible. Mais bon, c'était comme ça. J'avais pas droit d'appui du tout. Ma jambe était... Enfin, c'était un peu complexe, quoi. Donc, de là, séance de verticalisation, je vais y arriver. Séance de verticalisation. Pour arriver à, progressivement, on devait monter de 5 degrés tous les 10 jours. Et j'avais une séance tous les jours. Au mois d'avril, durant les séances de verticalisation, le prothésiste, appareilleur, est venu me rencontrer pour me faire la mise en place d'une prothèse provisoire, une jambe de bois, pour pouvoir commencer dès que les séances de rééducation de la verticalisation étaient terminées, afin que je puisse trouver l'équilibre et être debout en appui sur mes 2 jambes, au moins sur mes 2 appuis. Sur cette table de verticalisation, il a fait le moulage. C'était une première pour lui. Un moulage qui s'est très bien passé. Et ensuite, la mise en place de cette prothèse appelée jambe de bois. Donc, c'était une jambe raide, mécanique. Il n'y avait rien du tout. Juste un bouton pour déverrouiller, pour s'asseoir, pour pas qu'elle soit raide, la jambe, et avoir la jambe pliée. Mais une jambe de bois. De là, à partir du mois de mai, j'ai commencé à travailler l'équilibre. Les séances de verticalisation, j'ai eu l'autorisation du chirurgien pour avoir l'appui sur la jambe droite. Donc, du coup, on a pu attaquer la deuxième phase de la rééducation, qui a été la période de l'équilibre. C'était très compliqué. Très compliqué. J'aurais jamais cru qu'on puisse perdre toute notion d'équilibre en si peu de temps. En fait, c'est 50 ans de vie qu'il faut tout refaire. Il faut tout revoir. Et j'ai pris ce challenge, cette épreuve, comme une renaissance. Pour pouvoir accepter cette situation, de tout réapprendre, je me suis dit, je suis mort. Au mois d'août 2020, j'ai fait 1 mois de coma, donc comme une grossesse. Et à la sortie de mon coma, au mois d'octobre, c'était ma naissance. Et comme un nouveau-né, d'abord, il apprend à se tenir allongé, après assis, après il apprend à se déplacer en rampant à 4 pattes. Et puis un jour, il se redresse et il cherche son équilibre et pop, il tombe sur les fesses, enfin sur la couche. Et il se relève, il recherche son équilibre. Et quand il a fini cette phase d'équilibre, il va commencer à faire ses premiers pas. Et bien moi, j'ai pris cette rééducation dans le même principe. C'est-à-dire que ma naissance, la verticalisation, une fois que j'ai réussi à trouver l'équilibre, ça n'a pas été de mince affaire, à partir du mois de juin 2021, j'ai pu faire mes premiers pas. Mes premiers pas à partir du mois de juin 2021. Et ces premiers pas ont été faits dans des barres parallèles, sur un petit couloir, un tapis de marche, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en sécurité. J'étais en appui sur mes bras et j'enchaînais mes pas
avec cette prothèse, cette jambe de bois. Puis le prothésiste, quand il a su que je commençais à marcher, est venu, il m'a mis en place un autre genou, donc un Kenevo, le genou que j'ai actuellement, en me disant je veux pas que tu marches avec cette jambe de bois, parce que tu vas te marcher en faisant du déhanché, et si tu déhanches, tu n'arriveras plus à l'enlever. Si tu réapprends à marcher comme ça, tu vas déhancher tout le temps, et donc tu vas boiter tout le temps. Donc effectivement, j'ai été très très vite appareillé avec un genou Kenevo, une emboîture provisoire, et de là, le genou Kenevo a des programmes de sécurité A, B et C. Donc un programme A qui est très très sécuritaire, B un peu moins, et C qui est libre pour les personnes qui marchent un peu mieux. Après, il y a tout un tas de sécurité, donc pour s'asseoir, il y a une assistance, et c'est un très très bon genou pour les amputés, pour commencer, vraiment top. Pour les personnes, beaucoup de personnes sont appareillées avec celui-ci pour commencer à marcher, ou les personnes qui ont un très très faible périmètre de marche à cause de problèmes cardiaques. Donc il m'a préconisé ce genou-là qui m'a été mis en place, et j'ai fait mes premiers pas dans ces barres parallèles. Au mois de fin juin, je suis sorti des barres parallèles et j'ai commencé à la rééducation avec des béquilles. La durée d'une rééducation de marche pour un amputé dans un centre de rééducation, pour un tibial, une amputation tibiale, hein, donc au niveau du tibia, il faut compter 3 mois. Entre le moment où il est admis après la chirurgie, donc le temps de cicatrisation, le temps de la mise en place de la prothèse et de l'emboîture, le temps de s'adapter, d'accepter la prothèse et de faire les premiers pas avec une canne, 3 mois. Fémoral, ils disent tous qu'il faut 4 mois. C'est un peu plus long. Le sens de l'équilibre, et puis surtout, il n'y a pas de genou, il n'y a pas de muscle au fémur. Au tibia, il y a le genou, donc beaucoup plus facile. On peut s'asseoir, on peut marcher, on peut courir. Après, c'est juste la gestion de l'équilibre. Mais le fémur, il n'y a pas de genou. C'est libre. Là, c'est vraiment, on fait confiance à la machinerie, à la prothèse. Et les premiers temps, quand je prenais mon appui sur la prothèse, pas l'impression d'être en appui sur mon pied, comme si je posais mon genou contre une barre. Donc cette drôle de sensation sur la profondeur, on ne sait pas trop sur quoi on marche. Et de là, au mois de septembre, mon médecin rééducateur, donc celui qui s'est occupé de moi au centre de rééducation, qui a fait tout le programme que je voyais une fois par semaine, a validé le genou Kenevo, qui est un genou pour un périmètre de marche de 300 mètres. C'est un genou pour des personnes qui ont un petit périmètre de marche. Même si techniquement je colore en... Et il n'a pas accepté que je sois appareillé avec une autre prothèse, parce que de toute façon, vu mes complications de l'accident, donc le côté polytraumatisé, que ce soit le chirurgien, que ce soit les kinés, que ce soit ce médecin rééducateur, personne n'aurait parié que je puisse remarcher. Mais on va dire que ma volonté en avait décidé autrement. Donc, je me suis mis en marche comme un nouveau-né, en me disant maintenant que je suis debout, maintenant que j'ai fait mes premiers pas, maintenant je veux sortir du centre et je veux marcher dehors. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Pour revenir sur le médecin rééducateur, il a validé ce genou Kenevo. Une fois que la validation est faite,
il y a un dossier qui part à la Sécurité sociale française, à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui va valider et prendre en charge l'appareillage. C'est un très très gros avantage que l'on a en France, c'est que l'appareillage est pris en charge par la CPAM, la Sécurité sociale. Un appareillage comme j'ai a un coût de 50 000 €, en boiture et genou, approximativement. Ce genou, on l'a pour 5 ans. La durée de garantie du fabricant. Le fabricant du genou Kenevo est Ottobock, une entreprise allemande. Donc pendant 5 ans, pris en charge totalement par la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Si j'avais eu un périmètre de marche ou moins de séquelles, le médecin rééducateur aurait pu me préconiser un autre genou, le Sileg, qui est pareil, un genou un peu plus sophistiqué pour des marcheurs un peu plus avertis, toujours de chez Ottobock. Mais c'est un genou qui est étanche. Le Kenevo, lorsqu'il pleut, je n'ai plus le droit de sortir. Ou alors il faut que je le protège avec un pantalon. Le problème du pantalon, c'est que l'emboîture étant très large, il faut mettre des pantalons très larges. Et les amputés fémorales ont la problématique de déchausser, c'est-à-dire de perdre l'emboîture lorsqu'on s'assoit. Donc, il y avait qu'un pantalon. Je vais raconter une anecdote. On s'est retrouvé au restaurant un jour, j'avais mis un pantalon parce qu'on était au restaurant. Et à la fin du repas, je me suis levé, j'avais déchaussé complètement. Et il m'a fallu tomber mon pantalon, me retrouver en caleçon dans ce restaurant pour remettre ma prothèse et ensuite me rhabiller. Pas très agréable, ni pour moi, et je pense ni pour les personnes qui étaient autour du restaurant, ni pour le personnel du restaurant, même si Nat m'avait caché à la veste, c'est très 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 dérangeant. Donc du coup, je ne porte que des shorts, ça ne me dérange absolument pas que l'on voit la prothèse. Le Kenevo n'est pas un genou étanche, donc du coup, c'est un genou, dès qu'il pleut, je ne peux pas sortir, je suis coincé à la maison. C'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui de ce genou, et je suis obligé d'attendre 5 ans, la fin de la durée de cette garantie, pour faire revalider par un nouveau médecin, par le médecin rééducateur, qui me fasse de nouveau des validations d'un nouveau genou, qui soit étanche pour que je puisse avoir plus de liberté et moins de contraintes. En 2024, j'ai participé à des tests de validation d'un genou de chez Össur, un fabricant islandais, le genou Powerknee. Alors, le genou Powerknee a une assistance robotisée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien là-haut. Le genou, il faisait bzz, 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 on aurait dit Robocop. Alors, pour moi, qui prend vraiment mon appui sur la prothèse, le genou n'était pas vraiment adapté. Je suis tombé une fois avec. En fait, les appuis, je pense que les axes n'étaient pas bien prévus pour ce genou-là. Et mauvais appui, le genou s'est pas déclenché, sauf que je suis parti en avant pour avancer. Et le genou, le pied est resté collé au sol. Et je perds d'équilibre, j'ai chuté. Des tests, j'ai reçu le premier compte rendu, je l'ai gardé à 1 mois, ce genou. Un genou qui est un petit peu étanche. C'est-à-dire que s'il pleut, je peux sortir avec. Je ne peux pas aller dans l'eau, mais s'il pleut, je peux sortir avec. Et ce genou n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Il est considéré comme luxe. Le centre hospitalier où j'ai fait ce test a essayé... Enfin, tout au moins le fabricant, Össur, demande des validations en France sur plusieurs centres avec plusieurs patients de pathologies différentes, mais surtout des pathologies un peu complexes, un peu comme le mien. Faire des tests en laboratoire pour voir si ce genou peut apporter un plus ou pas du tout. La première conclusion qu'il y a eu de ce test-là, pour moi, encore une fois, cette vidéo ne parle que de ma
complexité que de ma pathologie. Et je ne peux pas en faire une généralité. C'est vraiment sur mon cas. La conclusion est que pour les montées, ben, j'étais 2 fois moins essoufflé. Et c'est énorme, énorme. L'assistance de la montée, et c'est vrai, je reconnais que l'assistance de la montée, c'est exceptionnel. S'asseoir et se lever, exceptionnel aussi. C'est vraiment bluffant. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est ce bruit. Robotisé, on passe pas inaperçu. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. 49 décibels, je crois, de mémoire, ou 52 décibels. C'est assez... ouais. On m'a dit c'est le bruit d'un lave-vaisselle. Ouais. Ben, marchez avec un lave-vaisselle à côté de vous toute la journée, vous verrez que ça fait du bruit. Enfin voilà. Voilà comment se passe l'appareillage en France. Donc l'appareillage est pris en charge par la sécurité sociale, mais sur certains modèles, validé par un médecin rééducateur, pour une durée de 5 ans. L'entretien, le suivi est pris en charge par la sécurité sociale. Et il y a plusieurs modèles en fonction des problèmes et des pathologies de chaque personne amputée. Il existe il existe beaucoup de modèles différents, de fabricants différents aussi. Et enfin, de fabricants, à ma connaissance, je n'en connais que 3. Autoboc, Ossur, Proteor. Je ne crois pas en connaître d'autres. Et ils se battent ce marché-là. Le marché de l'amputation est un marché minime, mais il y a de plus en plus d'amputés à cause de notre hygiène de vie, à cause de l'alimentation, à cause du stress, de la façon de l'alcool, de la cigarette, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète, etc., etc., etc. Donc, il y a un long et beau avenir dans ce métier-là. Ça, c'est sûr. Des prothésistes, ça court pas les rues. Et un métier qui a de l'avenir. Ça, c'est évident. Les genoux plus sophistiqués, non pris en charge par la sécurité sociale, donc par la CPAM, en termes de budget, il faut compter entre 100 et 180 000 euros. Ça fait une belle voiture. Donc, à savoir que ce genou-là, tous les 2 ans, il faut le faire réviser. Et ça coûte aussi des sous. Ça je sais plus, je vais vous dire une bêtise en termes de prix. Je ne peux pas vous dire. Mais ça coûte des sous. On va dire que pour mon cas personnel, dans mon malheur, beaucoup de chance, j'ai un tiers responsable. Ce tiers responsable, donc la personne qui m'a percuté, a une assurance. Heureusement pour lui. Les personnes qui n'ont pas d'assurance, ça peut vous coûter très très cher. À vie, à vie. Cette personne, pour moi, il a eu la chance d'être assuré, la chance de ne pas être au téléphone, la chance de ne pas être sous l'emprise de l'alcool, la chance de ne pas être sous l'emprise de stupéfiants, la chance de ne pas être en excès de vitesse. Du coup, son assurance prend en charge à 100% tous mes soins. Donc, ça se chiffre en millions d'euros. Les soins hospitaliers, je vous rappelle, je suis resté 1 mois dans le coma, 2 mois en soins intensifs, soins orthopédiques et continus. Plus d'1 an, 1 an et demi en centre de rééducation. 3 à 4 séances de kiné par semaine. Et mon appareillage. En fait, la sécurité sociale, pour moi, puisqu'il y a un tiers responsable, ne débourse rien. Elle a fait l'avance. Mais aujourd'hui, c'est l'assurance qui a entièrement remboursé. Et qui continuera à payer les frais. La personne qui n'est pas assurée et qui commet un accident, ou la personne qui perd son assurance parce qu'il est sous la prise de stupéfiants,
Je vais parler du cannabis, par exemple. Ben, c'est l'assurance des douanes. Ils vont mettre la responsabilité sur le conducteur à 100%. Et cette personne-là, ben, sa vie est foutue. Financièrement, elle est foutue. Il y a toute sa vie, il va devoir rembourser l'État, c'est-à-dire la sécurité sociale, pour que la victime à qui il aura causé un traumatisme puisse être soigné et pris en charge. Alors si j'ai un petit message à passer, personnel, fumer, ça ne me dérange pas, vous faites, chacun fait ce qu'il veut. Boire, comme tout le monde, j'ai bu aussi. Réfléchissez quand vous prenez le volant. Réfléchissez. Toutes ces conséquences. C'est une vie que vous mettez en jeu. C'est votre propre vie que vous mettez en jeu. Il y a des pays, j'ai appris, comme la Belgique, un abonné m'en a un peu parlé sur un commentaire, par rapport à un reportage qu'il a vu sur la télévision belge, que c'était le gouvernement, enfin l'État, qui prenait en charge tout l'appareillage. Donc ça c'est bien. Mais qu'apparemment, l'État pouvait très bien à un moment donné dire stop, il n'a plus besoin d'appareillage. Enfin nous en tous les cas, on ne subvient plus aux besoins de cet appareillage, on ne paye plus. Et c'est la personne personnelle qui doit payer. Donc je dirais que nous, en France, on est un peu plus chanceux. Au Canada, il y a un fonds spécial pour les personnes qui se retrouvent amputées. Et là, tout est pris en charge, de l'appareillage à l'aménagement de la maison. Parce que ça aussi, on pourra en parler de l'aménagement de la maison quand viendra le moment du hangar. Je vous en parlerai. L'aménagement de la maison. Rien n'est simple après la maison quand on a l'amputation. Rien n'est simple. J'en ai déjà parlé sur quelques vidéos, sur des petites brives. Sur le matin, la complication pour chausser, la complication pour la douche, la toilette, etc., etc., pour s'alimenter. Le quotidien, rien n'est simple. Tout est à repenser et trouver des compromis. Mais chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Pour ce qui est, pour moi, personnellement, en France, je trouve qu'on est très très bien soigné et pris en charge, qu'il y a des médecins compétents, qu'il y a des techniciens compétents, des prothésistes, des appareilleurs, des médecins rééducateurs, des centres de rééducation, des ergothérapeutes, des kinés. On est vraiment bien pris en charge. Et je les remercie. En fait, j'ai beaucoup de chance dans mon malheur. J'ai beaucoup de chance.